Mesdames, Messieurs, chers collègues, si vous voulez bien, on va pouvoir commencer cette séance du Conseil communautaire. Alors d'abord, je voudrais vous remercier à tous de votre participation et puis vous rappeler, comme chaque fois, que la séance est filmée et qu'elle est visible en direct ou en différé sur notre site de la communauté de communes. Alors, peut-être savoir quelles sont les personnes qui sont excusées ou qui ont donné pouvoir. La feuille arrive. En attendant, je vais vous proposer qu'on puisse désigner une secrétaire de séance, un ou une secrétaire de séance. Je crois que c'était un homme la dernière fois, donc je propose à Armelle, si elle veut bien, et si vous voulez bien tous, qu'elle soit donc secrétaire de séance, ce qui l'oblige évidemment à rester jusqu'à la fin pour pouvoir signer le PV après. Bon. Merci à Armelle et merci à tous de cette désignation. Alors sur les pouvoirs, Henri Arbeil a donné pouvoir à Gilles Dor. Hervé Bouillerie est suppléé par Pascal Castagnier. Véronique Brevet a donné pouvoir à Jérôme Petitjean. Pascal Cantot a donné pouvoir à Sylvie de Artèche. Alain Conègre a donné pouvoir à Frédéric Charpenel. Magali Casalis a donné pouvoir à Alexandre Lapègue. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Jacqueline Benoît Delbast. Mathieu Di Ribéry a donné pouvoir à Stéphanie Morado-Gareil. Maëlle Dubos-Paysan a donné pouvoir à Cédric Larieux. Florence Dupont a donné pouvoir à Alain Soumat. Pierre Lafitte a donné pouvoir à Régis Gelès. Kelly Perron m'a donné pouvoir. Christophe Vigneault a donné pouvoir à Louis Galdos. Et Michael Walline a donné pouvoir à Maïté Libier. J'ai oublié personne, je crois pas. Si. Exactement, elle est en haut de l'affiche, donc je l'ai pas vu, excusez-moi. Françoise Agis a donné pouvoir à Armelle Barbe, exactement. Merci Armelle. Il y avait, Monsieur le Président, normalement, un pouvoir de Monsieur Achard. Il n'est pas... Il n'a pas été enregistré? Non. Il n'a pas été transmis? Non. Bon, merci à tous. Donc on va commencer ce conseil communautaire. Juste quelques mots pour vous dire qu'on voit arriver la saison avec grand plaisir, je crois, les uns et les autres, avec le beau temps, mais aussi avec toujours pareil, non seulement des questions qui se posent par rapport à l'activité saisonnière, mais aussi des questions d'actualité, vous savez, au niveau notamment de tout ce qui concerne l'eau, mais ce qui concerne aussi les incendies. Et pour participer à quelques séances au niveau de l'intercommunalité de France, les intercommunalités ont saisi justement les autorités pour voir comment, à côté des communes, à côté des départements, peut-être les communautés de communes peuvent intervenir, notamment sur les questions de protection civile. Donc on est sur une actualité aujourd'hui et on va certainement devoir avoir à jouer un rôle dans l'évolution malheureuse des conditions climatiques. Mais quoi qu'il en soit, on est quand même très heureux de pouvoir offrir à nos habitants, mais aussi à nos vacanciers, des moments de bonheur sur notre territoire. Je crois qu'ils sont nombreux. Et on y aspire, je crois, toutes et tous, qu'on soit sur une commune littorale ou pas d'ailleurs. Dans ce conseil communautaire, donc principalement deux secteurs qui vont être abordés. D'une part, les aides que la communauté de communes consacre aux associations, que ce soit en matière culturelle, en matière sportive, et sur d'autres secteurs aussi, comme le développement économique. Et vous verrez qu'elles sont nombreuses et variées. Et je crois que c'est aussi la volonté de la communauté de communes de participer par ces aides aux associations, au dynamisme et à la créativité de notre territoire. On aura aussi un autre point à l'ordre du jour, et je crois qu'on a travaillé dessus, c'est le fonds d'investissement local dédié à l'environnement. Ça fait partie des nouvelles mesures sur lesquelles on s'est accordé pour faire en sorte que les communes et la communauté de communes contribuent par leur action aux transitions, qu'elles soient écologiques, énergétiques ou aux transitions dans le fonctionnement aussi. Et donc, c'est à travers ce fonds d'investissement local dont on va avoir aujourd'hui à définir le périmètre, qui à mon sens est très large. On va contribuer aussi à atteindre les objectifs, je souhaite, du projet de territoire, vous le savez. Voilà, il y aura d'autres sujets bien entendu, mais je trouve
trouve que ces deux sujets-là sont déjà assez essentiels pour qu'on puisse y consacrer ce conseil communautaire. Donc merci à tous d'avance de votre participation. Sans tarder, je vais aborder la première question qui concerne donc l'administration générale et principalement l'approbation du PV du dernier conseil communautaire qui était le 23 mars. Est-ce que sur ce procès verbal, vous avez, chers collègues, des questions ou des suggestions par rapport à ce compte rendu? Alors, on va pouvoir procéder au vote et je vous encourage à voter aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous avez un pouvoir, vous devez voter 2 fois en appuyant sur la double croix. Pierre, oui. J'ai un problème technique là. J'ai le bouton qui est coincé pour basculer sur le vote de mon pouvoir. Ah. On va appeler Olivier qui doit être dans le coin pour voir s'il peut. Alors il faut appuyer doucement sur les. Avec tendresse. Il était coincé. Merci. Avec tendresse. Il était coincé. Est-ce qu'Olivier est dans les parages, qu'on puisse voir si on peut trouver une solution? A priori, c'est bon, non, Monsieur Gelès? Est-ce que vous avez réussi à voter ou pas? Non mais Tirocé, là. Il y a un sort. Oui, alors moi j'ai fait une erreur parce que je ne me suis pas abstenu. Non, non. C'est bon? Mais non, c'est pas bon parce qu'il nous manque 3 votants. Il nous manque les votes de Monsieur Dor et Madame Dusbosc-Paysan. Non, il nous manque deux votes encore. Les premiers votes sont toujours un peu. Mais il a une procuration. Non. Dubosc a donné pouvoir à quelqu'un. Il a payé 2 fois. Dubos a donné le pouvoir à quelqu'un qui n'est pas là. Apparemment. Madame Dubos a donné. À qui est le pouvoir pour Madame Dubos? Cédric Larieux. Oui. Mais il n'est pas là. Monsieur Lacléder n'a pas voté pour Monsieur Achard. Cédric Larieux. Il n'a pas le pouvoir. Non. Monsieur Dor n'a toujours pas voté. Il ne veut pas. Bougez pas, on va trouver des solutions. Non, mais c'est que les Tirocé qui. Cédric Larieux, vous avez voté pour. Ouais. Ah oui, début. Régis, Non, il en manque un. pas de problème. Il en manque un, on vote. Non, il n'y a pas de pouvoir. Ah mais c'est bon, tout le monde a voté. Alors, simplement, il y a une erreur, je ne sais pas qui, il me semble le connaître, mais qui a voté abstention alors que c'était un vote pour.
C'est moi. Donc, est-ce qu'on peut rectifier, s'il vous plaît? Je vous remercie. Comment tu sais que Parce que c'est marqué président abstention. Bien, alors on va, puisque le vote est adopté, malgré tout. Il nous manque, je crois, le vote de monsieur Lafitte. Je ne sais plus Alors, c'est quoi le pouvoir de monsieur Lafitte. Je peux pas voter pour Pierre Lafitte, ça c'est physiquement Oui, c'est- bloqué. Donc il est pour. Mais Bon, on va l'indiquer je fais manuellement. Pierre donc. Lafitte, je suis pour. Alors, le pouvoir de M. Achard était dans la main de Patrick Lacléder, mais il n'avait pas transmis, mais on l'a fait à l'instant. Bien, après ce vote pas très simple, on va essayer de le faire un peu plus simple sur les autres délibérations, et je laisse la parole à Patrick Benoît concernant les finances communautaires, mais en particulier l'attribution de subventions aux associations de médias locaux. Donc oui, la première délibération concerne effectivement les médias locaux. Donc sur notre territoire, nous avons 5 médias qui sont subventionnés. Par rapport à l'année dernière, l'impact budgétaire est de 23 000 € cette année, ce qui provoque une hausse par rapport à 2022 de 4,5%. Donc, si vous voulez le détail, sont subventionnés donc TV Land pour 6 500 €, Seignos FM, bon, qui était plus connu sur Côte-Sud FM, 5 500 €, Starcom Wave Radio 5 500, Radio Cap à Cap 1 500 et Port d'Albret FM 4 000. Voilà, si vous avez des subventions, des questions, pardon, sur ces subventions. Non, donc je pense qu'on peut passer au vote. Alors, je voudrais juste rappeler une règle importante. Si vous participez les uns et les autres à une quelconque association, je vous demanderai, et c'est la règle, de ne pas participer au vote, s'il vous plaît. Et ça me concerne, puisque je fais partie de Port d'Albret FM, donc je ne participerai pas au vote de cette subvention. Donc on va pouvoir voter. Non, c'est pas ouvert. Il faudrait. C'est pas ouvert encore. Ça va Oui, venir. parce qu'il y a que le. Non, c'est le. Voilà. Non, là. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui font partie de ces associations et qui ne participent pas au vote à part moi? Donc il manque 2 votes à ce moment-là. Il manque 2 votes. Pierre Lafitte. Pierre Lafitte va voter manuellement à chaque fois. Oui, il vote comme moi. Non, mais je l'indiquerai car le vote n'est pas comme Ceci le étant, il en manque quand même un vote. Mais non, mais il y a 53 votes. Pierre Lafitte, 51. Moi, j'ai pas voté, ça fait 52, il en manque un. Madame Perron. Ah, mais oui, c'est moi. C'est compliqué, votre histoire. Voilà, donc là, c'est bon. Pierre Lafitte ayant voté manuellement, même s'il n'est pas là, et moi étant pas participé, on est bon pour l'unanimité des exprimés. On continue? Oui, donc la délibération suivante concerne les subventions aux associations ou aux communes dans le cadre de la saison culturelle de Max 2023. Alors pour les associations, donc 18 manifestations sont subventionnées sur l'année 2023, pour un montant total de 144 500 €. Donc je ne sais pas si vous voulez que je vous énumère. Non, je vois des têtes qui disent non. Donc, enfin, si vous avez des questions par rapport vous avez la feuille devant les yeux, enfin la tablette plutôt devant les yeux. Donc, si vous avez des remarques par rapport à ces subventions concernant les. Oui, moi j'ai une remarque. Ah, pardon. Alors je sais que ça rentre pas dans le règlement, mais je trouve dommage que
le carnaval de Saubus ne puisse pas être subventionné. Et je pense que c'est cet événement culturel et qui a assez d'importance, que ce soit dans la commune ou même dans la communauté des communes et dans le secteur, puisque c'est le dernier carnaval qui a lieu au moment du carnaval. Voilà, et je pense que c'est important de pouvoir réfléchir comment on peut trouver... Juste une petite chose, pour Oui. qu'on étudie le dossier, il faudrait qu'il y ait un dossier de déposé. Non, mais je sais que le dossier n'a pas été Ah, d'accord. envoyé, mais à chaque fois, je sais que c'est compliqué parce qu'on ne rentre pas dans les cases. Voilà. Et ma question, elle est plutôt, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça rentre dans les cases? Parce que j'estime, quand je regarde, et je ne veux surtout pas aller dénigrer ce qu'on peut voir sur le tableau, mais je pense que le carnaval de Saubus a sa place dans ce tableau. Alors, le problème par rapport à ça, effectivement, c'est que on pourrait avoir sur ce type d'événement, après, l'atelier pourrait travailler sur des modifications de règlement, mais sur ce type d'événement, on pourrait avoir une demande, et comme c'est déjà arrivé, il y a d'autres communes pour d'autres manifestations qui sont purement communales. Voilà. Hein, la réponse aujourd'hui, c'est celle-ci. Après, comme tout règlement, vous le savez autant que moi, ça peut se modifier, mais l'enveloppe n'étant pas extensible, forcément... Moi, c'est surtout par rapport au caractère de l'événement qui reste quelque chose que je considère exceptionnel. Cette année, c'est encore 2500 personnes qui sont spectateurs qui ont assisté au défilé. C'est un carnaval qui a plus de 120 ans. Et qui est pour moi quelque chose de culturel. Oui, non, mais j'entends, Eric. Mais là, aujourd'hui, par exemple, toutes les manifestations qui sont subventionnées ont un retentissement hors commune, hein, par des actions à l'extérieur de la commune où réside la manifestation. À avoir à Saubus, peut-être créer quelque chose qui sorte des limites de la commune. Et un oui, dossier mais ici, rien que dans le Max, on peut parler des chars défilent, enfin quelques chars défilent au fait Tyros, déjà, puis après c'est des chars, alors après c'est pas dans le Max, mais c'est des chars qui circulent dans hors du territoire de Max. Oui, mais là, on pourra pas apporter une réponse ce Non, soir, mais- hein. C'est un travail à faire dans le fond, Voilà. effectivement. Mais bon. j'attends pas une réponse aujourd'hui, c'est Ouais. juste que j'aimerais qu'on puisse trouver réfléchir là-dessus, quoi. Oui, parce que justement, pour continuer dans ce sujet, donc dans les dossiers, il y a 23 dossiers qui ont été déposés, hein. Il y en a 5 qui n'ont pas obtenu de subvention, puisque soit ils étaient hors max, pour certains, même une était hors max, hein, donc vous comprendrez qu'on ne la subventionne pas, et d'autres n'entrent pas dans le cadre du règlement culture d'aujourd'hui. Moi, j'ai été interpellé bizarrement par je voudrais des précisions sur le projet de conservation et de sauvegarde des œuvres de, Ah non, on va y venir. de Lady Arix. Ah Oui. bon, pardon, excusez-moi. Donc effectivement, toujours dans le cadre de culture, mais là une subvention un peu particulière puisqu'elle sera unique. Et c'est pas une subvention de fonctionnement, mais c'est une subvention d'investissement. Donc, qui est donnée, qui est proposée pour une association qui porte un projet de conservation et de préservation des œuvres de Lydie Arix, et à terme d'aller plus loin, d'aller vers entre guillemets, je vais le mettre entre guillemets, c'est peut-être pas le bon mot, une fondation ouverte au public pour la connaissance des œuvres. Voilà, donc il y a eu un travail de fait avec la région, avec le département, avec Max, alors je crois que Philippe, Philippe est pas là, pardon, je cherchais Philippe, et la commune d'Angresse, hein, d'ailleurs, bon, Philippe tu pourras en dire 2 mots si tu veux. Effectivement, aujourd'hui, des œuvres, vous connaissez Lydie Arix, hein, qui est quand même l'artiste du territoire, je pense qu'on peut la qualifier comme ceci, hein, et bien au-delà du territoire, mais pour notre territoire, c'est vraiment l'artiste. Ses œuvres sont à tout vent aujourd'hui, hein, puisqu'elle réside dans des anciens locaux industriels. Et donc, il y a déjà le premier travail, c'est la fermeture de ce bâtiment, vraiment pour la préservation des œuvres dans un premier temps, et dans un deuxième temps, que ces œuvres puissent être exposées au public. Donc c'est une subvention justement juste pour cette année, qui est à hauteur de 70 000 euros. La région a un dossier aussi, le département a un dossier, commune de Seignos, d'Angresse. Voilà. Hein. Voilà
l'explication concernant cette subvention exceptionnelle. Tu voulais dire quelques mots, Philippe, comme tu es très concerné? Non, juste tu as apporté les éléments. Voilà, c'était pour protéger, je pense que tout le monde le sait plus ou moins, c'était protéger dans les œuvres de l'IDRX, de renommée internationale, enfin, même si tout le monde peut-être la connaît pas. Mais par rapport à ces œuvres, voilà, donc c'était de protéger tout ça, quoi. Parce que là, pour ceux qui ont été chez elle, voilà, il y en a énormément, quoi. Donc, et c'est quand même des œuvres de valeur, donc il faut trouver une solution pour les protéger. Donc c'est l'idée de la fondation que puisse abonder les subventions, notamment, comme tu l'as dit, de la région, du département, de Max et de la commune. Chacun à son niveau et à son échelle. Patrick, moi j'ai une question. À qui appartient le bâtiment? À Madame Arix. Non, attendez. Pardon. Le bâtiment a été cédé par Madame Arix. Oui. Oui, peut-être Philippe, tu veux. Le bâtiment a été cédé de Madame Arix vers une association qui s'appelle Art Énergie. Art Énergie. Oui, voilà, c'est Art Énergie. Et nous, on aide une association, on n'aide pas une personne. On aide une association qui a un projet équivalent à peu près à 400 000 euros, je crois, c'est ça? 600. 600 000 même? 689. Ouais, 600, c'est ça. Qui est un projet qui vise donc à réhabiliter ce hangar pour, comme l'a dit Patrick, le faire visiter par un public, soit des enfants ou des adultes, et de préserver d'abord les œuvres, mais aussi de pouvoir les utiliser. Il y a à peu près 10 000 œuvres, je crois, aujourd'hui, qui sont stockées dans des conditions qui sont pas possibles, et sur laquelle donc il faut absolument l'intervention de collective, à la fois du département, de la région, qui se sont engagés à aider pour faire en sorte que ce projet puisse, que ces œuvres puissent être protégées et valorisées. Oui. L'IDRX, c'est certainement une des artistes principales sur le plan art plastique de notre territoire. Donc, on a tout à fait intérêt à mettre en valeur son œuvre et ainsi l'aider dans ce sens-là. Je le dis parce qu'on en a parlé, on avait deux solutions, soit lui acheter une œuvre, soit participer au projet. On a préféré proposer de participer au projet pour avoir une main dessus et permettre donc, par exemple, aux enfants de notre territoire de pouvoir partager non seulement la diffusion de l'œuvre, mais aussi la création. Parce que dans cet atelier, il y a une partie création aussi sur laquelle on pourra travailler. Donc c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, on se proposait un jour, si vous le souhaitez, d'aller visiter, parce que c'est à la fois assez monumental et puis et à la fois aussi assez précis. Et donc c'est vraiment très, très intéressant et ça valait vraiment le coup, même si ça semble important. Au regard de l'investissement, ça représente que 10%. Hein. On n'est pas non plus sur des chiffres énormes par rapport à ce projet-là. Je voudrais revenir aussi sur ce qu'a dit Eric là, concernant Sobus. La difficulté, elle est de faire la différence entre l'animation et l'action culturelle. C'est toujours un peu compliqué. Et c'est vrai que quand on est dans une commune et qu'on développe une manifestation aussi importante, mais que le carnaval, ça peut être le cas pour la fête de la tulipe à Souston ou d'autres secteurs où il y avait beaucoup de monde, où c'était... Mais on était plus sur un terrain d'animation que d'action culturelle. Alors, on peut travailler dessus, c'est-à-dire qu'à partir d'une manifestation comme ça, il peut y avoir, on en parlait avec Frédéric, il peut y avoir effectivement une déclinaison plus culturelle, comme par exemple le spectacle de rue, ou qui peuvent nous permettre permettre à la communauté de communes d'intervenir. Mais là aujourd'hui, si on commence à intervenir sur les animations, on va faire tous les carnavals, toutes les fêtes locales, voilà. Donc ça va être compliqué à maintenir une action vraiment significative sur le plan culturel et à pas faire du saupoudrage. C'est ça qui est un peu compliqué. Mais je comprends que vu de l'organisateur de Sobus, ça peut être surprenant. Mais toutes les aides qui sont faites là aujourd'hui sont des aides vraiment sur les projets culturels qui ont été travaillés en atelier, parfois d'ailleurs contestés ou parfois discutés en tout cas, mais qui sont des projets vraiment à dominante culturelle, quoi. Je reviens quand même une seconde. C'est la première fois que Max investit sur un bâtiment qui ne lui appartient pas ou qui n'appartient pas à une commune. Non, il y a des précédents. Non. Container.
En Grèce, oui, Androphine, D'accord. encore en Grèce, décidément. Non, mais il y a eu d'autres. Sur les associations, on intervient au même titre que je me demande si on n'est pas intervenir sous Stons avec chez Voisinage, oui, Voisinage. Je crois que sur la recyclerie notamment, on est intervenu avec la région d'ailleurs. Non, ça arrive très D'accord. fréquemment que sur les projets associatifs, on puisse intervenir au même titre que sur les projets communaux. Ok, merci. Moi, je voudrais, sans vouloir polémiquer, je reprends les propos de Patrick en réponse à Eric en disant que le budget n'était pas extensible. Juste les 208 000 euros de subvention pour la culture, ça représente 0,02% du budget de max. Je me dis que ça peut être un peu extensible quand même, un peu. De temps en temps, sans vouloir dépenser des millions. Hein. Ça l'est tous les ans. Oui, non, Ça l'est tous les ans un petit peu. Mais il est vrai que non, c'était dans le sens. Oui, non, mais j'ai bien compris. Comme, Non, mais... comme le disait Pierre, si on Max subventionnait toutes les animations dans toutes les communes, et nombreuses ont été celles qui ont été refusées. Hein. Loin de moi l'idée de polémiquer. Oui. Je dis juste qu'à un moment, ça représente 0,02% du budget. Et je... Hein? Ça, c'est que les subventions. Oui, c'est que les subventions. Si on cumule l'action culturelle, si on regarde les dépenses, les investissements d'action culturelle, qu'on met le million qu'on met au conservatoire à Saint-Vincent-Tyros, plus l'investissement qui est fait sur Pôle Sud, plus le pôle danse à Souston, plus aujourd'hui les 5 ou plus millions qu'on va mettre sur le pôle art plastique, plus, je crois qu'on est au-delà de ce que les communautés de communes en général, les intercos, investissent. C'est un investissement, hein, c'est pas pour moi c'est un vrai investissement. Et j'en ai parlé en préambule, ça fait partie, à notre sens, et je crois qu'on le partage tous, ça fait partie de l'attractivité locale de notre territoire, du fait que les gens se sentent bien et vivent bien sur notre territoire. C'est l'action qu'on peut mener vis-à-vis des sports, c'est l'action qu'on peut mener vis-à-vis de la culture, c'est l'action qu'on peut mener aussi en matière sociale. Donc c'est effectivement une partie de ce qu'on consacre, la communauté de communes, nous consacrons ensemble à la culture, mais il y a vraiment beaucoup d'autres choses qui sont faites sur le territoire, heureusement. Et pour terminer, donc juste je voudrais dire une chose, c'est qu'en 2022, je ne sais pas si tu l'as dit Patrick, mais on était à 209 500 euros. Là aujourd'hui, on est à 283 000 pour les aides directes. Ça veut dire qu'on a quand même une belle augmentation cette année de subventions directement aux associations culturelles. Alors, juste aussi pour rappel, toutes les subventions ont été validées à l'unanimité à l'atelier. Non, c'est pas pour informer. En continuant sur cette délibération, donc maintenant les subventions qui sont accordées par les projets portés par les communes, donc pour un montant de 60 500 euros, sachant que l'année dernière nous avions validé une nouvelle règle pour les communes, un capage à 10 000 euros sur les manifestations. Et enfin, une dernière subvention qui, là aussi, aura un caractère tout à fait exceptionnel. Alors peut-être que cela se reproduira dans un siècle, hein. Nous verrons bien. C'est une subvention pour la commune d'Ossegor de 8 000 euros dans le cadre du centenaire. Voilà. Donc, je vais vous présenter toutes les subventions. Est-ce qu'il y a des questions sur sur les dernières? On sera peu nombreux pour le prochain centenaire, je pense. Donc, la ville d'Ossegor. Comme précédemment, si certains d'entre vous font partie d'une association, vous ne participerez pas au vote. Donc, s'il n'y a pas de questions, nous pourrons passer au vote. Mais oui, peut-être que c'est des personnes qui... Monsieur Vigneault, il manque. Ah, c'est bon, on est bon avec le vote de... Mais pourquoi il y a 53 votants alors maintenant? Ça marche. Ça marche. Maintenant, tout marche. Bon, parfait.
Bon, mais merci à tous pour cette unanimité. Et donc, merci pour les associations Et et les communes. on va passer donc maintenant aux attributions de subventions aux associations. Pardon, au titre... Pierre. Oui, pardon. Non, j'ai pas rebondi tout à l'heure, mais juste, je pense que ça pourrait être intéressant que pour l'an prochain que l'atelier culture se questionne quoi sur. Parce que j'entends bien le carnaval à Saubus, c'est pas la fête communale. Le règlement d'intervention culturelle, il est fait de telle sorte que les comités des fêtes, que les associations qui portent les fêtes communales ne sollicitent pas les subventions, ce qui est normal, sinon il faudrait qu'on intervienne partout. Par contre, le carnaval de Saubus a une envergure rayonne au-delà de Saubus et même au-delà de la communauté de communes, je pense. Donc c'est peut-être intéressant, c'est un élément culturel du patrimoine local, quoi. Enfin, donc, non, mais je crois que l'atelier pourra s'interroger. Non, mais ça, tout peut s'étudier, mais effectivement, il faut se le dire tout de suite, il n'y aura pas que Saubus. Ah non, il y a déjà facilement 3 ou 4 tout de suite qui sont dans le... Mais pourquoi pas hein, ce sera un choix que nous devrons faire. Il faudra voir vraiment si c'est des événements historiques ou... Non, c'est à noté. l'atelier de s'interroger là-dessus. Non, mais c'est noté, on voit bien qu'il y a des demandes, donc on regardera. Merci. Parfait. On va passer donc à la délibération suivante qui concerne les subventions aux associations au titre de la politique sportive. C'est Benoît Daretz qui va nous en parler. Merci. Donc la première subvention, c'est celle dédiée aux écoles de sport et notamment aux enfants licenciés de moins de 15 ans dans les associations sportives. Donc pour être éligible à cette subvention, il faut tout simplement avoir cette subvention attribuée par le conseil départemental et avoir le siège d'exploitation, le siège de l'association sur le territoire de Max. Donc nous, on ne fait que reprendre les listes qui sont entérinées par le département. Donc cette année, 5797 enfants de moins de 15 ans licenciés dans les associations sportives de Max. Et on attribue depuis l'année dernière 7 € par licencié, avec un montant de 100 € par association. Tout ça nous fait un montant donc de 41 771 €. Et vous aurez remarqué que nous, on a donné 100 € à Saubus. Alors je sais qu'il y a quelques associations qui sont pas là-dedans, tout simplement parce qu'elles n'ont pas fait la demande au conseil départemental. Voilà. S'il n'y a pas d'objection, vous pouvez voter le temps que vous passez au vote. Merci pour Saubus. Ouais. Tous les ans, je demande au service de faire un tableau par discipline. Et donc cette année encore, c'est le tennis sur le territoire qui compte le plus de licenciés de moins de 15 ans. On avait 867 licenciés, suivi par le foot, 793, par le basket, 538, par le surf, 526, par le rugby, 461, et à mon grand regret, la pelote n'est que 8e avec 269 licenciés. Juste une question technique. Comment alors là, par exemple, je participerai pas à ce vote comme toutes les subventions pour le LOSC en général à la BEN. Donc moi, je participe pas au vote, mais mon pouvoir, oui. Donc, comment ça marche? Tu votes une fois et on va déduire on va augmenter le vote électronique de ton participation au vote sur les votants. Mais là, on est loin parce qu'on est à 39 votants, donc il manque. Je vote pas non plus par rapport au club de Saint-Martin-de-Lens de pelote basque où je suis engagé au conseil d'administration. Toi non plus, Philippe? Moi non plus, je vote pas. Eh oui, tu es président en plus. Sinon, votre premier vote, c'est votre vote à vous. Donc, vous ne votez pas. Vous appuyez sur le 2 petits plus. Et là, vous avez le vote de votre procuration. Et si on s'est trompé? Merci Olivier pour la consigne. Il fallait peut-être la dire avant. Bon, attendez. Qui ne participe pas au vote? On va 1, 2, Philippe, 3, 4, 5. 5, c'est bon? 5 non-participation.
Donc ça veut dire sur 53, 48 votants, 48 votants, pardon. Donc il y en a un de trop, effectivement. Et non, 53, c'est y compris Pierre. Il y en a un de trop. Qui a voté en trop? Quelqu'un a voté alors qu'il ne devait pas participer? C'est toi, Gilles. D'accord. Bon, mais ok. Donc le compte est bon. On est d'accord. C'est bon pour ça. Je voudrais juste dire un mot par rapport à cette aide qu'on attribue, donc, si tu permets, Benoît, aux associations sportives pour mettre en valeur, au-delà des participants, les bénévoles qui sont bien utiles et bien nécessaires et bien indispensables même pour le fonctionnement de tous ces clubs qu'on aide et de toutes ces activités qui, là aussi, participent à l'offre de services du territoire. Et donc, il fallait bien dire un mot pour les en remercier, je crois. On va passer à la délibération suivante qui concerne les... Pardon Pierre, je oui, n'ai pas dû pardon. voter moi non plus pour... Comment? Par rapport au basket. Je n'aurais pas dû voter. Eh bien, on va t'enlever du Tu vote. fais partie du conseil d'administration. Hein? Tu fais partie du conseil d'administration. Non. Ah, tu fais pas partie du conseil d'administration. Bon, donc, on change rien. Alors, je continue. Je vais essayer. On va donc parler des subventions aux associations pour les clubs élites. Voilà, aux équipes fanion du territoire, donc c'est suivant un règlement d'attribution par rapport au niveau sportif. Donc vous avez dans le tableau les clubs qui sont qui évoluent dans une catégorie ou dans un niveau qui vaut une subvention de la communauté de communes au nom des équipes fanion du territoire. Donc rien de nouveau dans ce tableau-là. Ça représente un montant de 96 000 euros pour 2023. Sachant que le niveau, bien sûr, le niveau pris en compte, c'est celui de septembre 2022, en début de saison. Donc s'il n'y a pas de questions particulières, on peut passer au vote. Allons-y. Pierre Lafitte ne participe pas au vote pour l'US Tyros Rugby. Moi également pour les 3 subventions LOSC. Qui ne participe pas au vote, donc? 1, 2, 3. Donc c'est bon, on est bon. Merci. Et on continue. Donc la délibération suivante, c'est pour les manifestations sportives portées par les associations. Donc j'ai pas fait le compte, excusez-moi. Je sais pas combien il y en a, mais donc c'est un montant de 25 738 euros. Rien de particulier, simplement qu'il y a une nouvelle subvention qui a été apportée en collectif des sportives pour le sport féminin de haut niveau. Et que les quatre compétitions qui sont marquées à Saint-Jean-de-Marais à Aigueblu, ça correspond à la mise à disposition du centre aquatique qui est porté par la communauté de communes. Voilà, donc des subventions sportives à hauteur de 25 738 euros pour les clubs, pour les associations qui organisent. Depuis l'an dernier, donc, on avait retiré, rappelez-vous, la course à pied. S'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Il nous manque 3 votants. Tu as voté, Serge? Tu votes pas? Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ne participent pas au vote? Est-ce qu'il y a des élus, à part Serge? Donc, il nous manque un vote. Il manque le vote de M. Conegra. Ah, pardon. Voilà, merci. Tout est bon. On continue. Donc on va parler de sport santé. Donc cette subvention est attribuée à Optimiste sur la base d'une convention d'objectifs pluriannuelle qu'on avait conclue avec eux, qui porte sur l'obtention et
et le déploiement du label Maison Sport Santé sur le territoire et des missions qui sont répertoriées au cahier des charges. Donc nous avons rebaptisé cette Maison Sport Santé Air Sport Santé, de façon à pas justement faire trop d'amalgame avec Optimiste et ses propres engagements. Donc ce Air Sport Santé s'engage à informer, sensibiliser, orienter et accompagner les personnes atteintes d'affections de longue durée. Donc c'est dans la convention d'objectif, cette subvention était portée à 15 000 euros par an jusqu'à 2026. Donc c'est depuis le fin mars que concrètement, enfin on est passé aux choses concrètes. Jusqu'à maintenant, c'était Optimiste a travaillé à l'obtention du label Maison Sport Santé et a fait beaucoup de prospectives, notamment chez du côté du corps médical et notamment sur les médecins qui étaient en capacité de prescrire. Et après a fait un relevé, en tout cas un recensement des associations ou des professionnels qui étaient en mesure de dispenser justement ces cours aux patients. Ensuite, depuis donc fin mars, on est passé au concret, on va dire, avec 2 permanences qui sont tenues par Optimiste, le mardi matin à la Benne, le mardi après-midi à Saint-Santiros. Dans ces permanences, les patients sont évalués de façon à ce qu'on soit en mesure de les diriger vers des associations ou des professionnels qui puissent leur dispenser des activités compatibles avec leur pathologie. Donc à ce jour, 8 personnes ont effectué donc cette étude, cette évaluation de capacité. Ces 8 personnes sont arrivées là sous prescription médicale, c'est-à-dire c'est des médecins qui ont prescrit. Voilà. Et donc maintenant que ce travail de diagnostic a été fait, cette mise en place commence à être rodée, on peut prendre rendez-vous sur Doctolib pour ces permanences. Il nous reste donc un gros travail de communication à faire, de façon à faire savoir que tout ça est mis en place. Et après, il nous reste à un peu, j'allais dire, investir le nord du territoire, puisqu'aujourd'hui, on a des permanences que sur la Benne et Saint-Santiros. Mais c'est une volonté d'Optimiste, ou d'Air Sport Santé, pardon, de commencer doucement et pas de se déployer un peu partout. Et donc, mais la volonté y est. Et voilà, ils préfèrent avancer doucement mais sûrement. Mais je pense que voilà, on y arrivera. Surtout qu'on a vu que on s'est aperçu finalement que beaucoup de professionnels de santé étaient d'accord pour prescrire, mais n'étaient pas en rapport avec des associations ou des professionnels en mesure d'accepter les patients. Donc maintenant, si on fait rencontrer tout le monde, je pense qu'on va arriver. Après, ce n'est qu'une façon et qu'un volet du sport santé. Le sport santé, on peut faire rentrer beaucoup de choses à toute catégorie d'âge et on y travaillera par la suite. Alors, voilà. Si je peux me permettre, Benoît, je crois que cette politique sport santé est très importante sur notre territoire. C'est une innovation intéressante. On a sur notre territoire la chance d'avoir des équipements, on l'a vu, des associations qui sont présentes et actives. On a aussi des équipements un peu phares comme le CERS, qui nous identifie comme un territoire avec une vraie valeur ajoutée sur le plan de la santé. Puis on a des secteurs économiques aussi, le surf, on en a parlé tout à l'heure aussi, le golf notamment. Enfin, donc on a tout un écosystème en quelque sorte d'activités, d'opérateurs et d'équipements sportifs qui peuvent nous permettre de développer une stratégie effectivement autour de la santé qui est très importante puisqu'on sait que de plus en plus maintenant la santé dépend de l'activité physique de chacun et qu'on peut prolonger ou vivre mieux soit avec des maladies chroniques, soit tout simplement en bonne santé à condition de pouvoir avoir une activité physique régulière. Donc on a tout intérêt. Et ce sera aussi des enjeux du contrat local de santé qu'on va déployer, notamment avec le CIAS, pour un enjeu important sur lequel on doit absolument s'appuyer. Et on s'appuie là sur effectivement Optimiste, qui a une expertise
vous le savez, dans ce secteur-là. Donc, en termes d'activité transversale, c'est sportif, mais c'est aussi social, c'est aussi environnemental. On a un vrai enjeu à développer cette stratégie sport santé sur notre territoire. Donc, il faut vraiment pousser pour que ça se développe sur l'ensemble du territoire et que les premiers essais qui sont encourageants soient pérennisés pour qu'on développe vraiment une autre activité autour de cette notion de sport santé sur notre territoire, qui en plus fonctionne toute l'année, tout le temps évidemment, et aussi bien pour nos habitants que pour des vacanciers ou des touristes. Donc c'est capital qu'on puisse, avec les compétences locales, développer cette stratégie de sport santé. Oui, mais comme je disais tout à l'heure, on a des prémices quand même, nous, dans nos actions, et je pense qu'on va être en capacité de développer plusieurs choses assez rapidement, notamment avec la tâche qui a été prise de l'hôpital de Dax. Il y a des contacts qui sont aujourd'hui, on n'en est qu'à la prise de contact, il n'y a pas d'action mise en place, mais ça viendra, je pense, assez rapidement. Et sachant qu'on a un territoire qui est tourné pour le nord vers l'hôpital de Dax, pour le sud vers l'hôpital de Bayonne, donc voilà, il y a du réseau à faire, et je pense qu'on va y arriver. Est-ce qu'il y a des questions, monsieur? Oui. Non, Pierre, non, juste donc pour signaler qu'à Tyros, on a conventionné avec Optimiste, et donc c'est le pôle rugby qu'on a mis à disposition. Donc il nous semblait normal que le pôle rugby ait été financé pour en grande partie, très grande partie même par la communauté de communes, de le mettre via convention à disposition dans le cadre de ces consultations, donc qui font partie du projet communautaire. Parfait, merci. On peut procéder au vote peut-être? On peut donc voter, oui. Unanimité, merci. Alors, on continue avec toi, Benoît, sur l'attribution. Voilà, sur le volet enfance, jeunesse, famille. Donc là, j'ai pas compté, mais comme c'est plus vite fait, 11 subventions vous sont proposées ce soir. Donc, rien de nouveau non plus. Si ce n'est une nouvelle association qui est aidée, c'est les vols sans mêle. C'est par rapport aux familles et ce que nous vont proposer sur le territoire en direction des familles. Après, vous avez là-dedans la Ligue des droits de l'homme, la CDAD, le CIDF et la défense des droits. Ce sont des associations qui se trouvent à l'Escale Info. Donc, c'est par ce biais-là qu'on les subventionne. Voilà. Et on maintient donc notre accompagnement avec les Franca des Landes et le Ludobus. Voilà. Et toutes les autres associations. Donc ce volet représente un montant de 49 300 €. Donc s'il n'y a pas de questions, on peut aussi passer au vote. Unanimité, merci. Juste un commentaire peut-être sur la politique enfance, jeunesse, famille. D'abord, les équipes de Max sont extrêmement mobilisées sur ce secteur-là, sous l'impulsion de Benoît bien sûr, et de Maïté aussi, par rapport à cette politique que nous menons en complément de ce que les communes font évidemment. Il faut signaler quand même qu'on a été le premier territoire des Landes à s'engager dans une convention territoriale globale qui va être renouvelée prochainement et sur laquelle on va devoir travailler. C'est important parce que ça permet de cofinancer des opérations. Et cette convention territoriale globale, en plus, aujourd'hui, elle va couvrir tout le territoire et elle va se substituer au contrat enfance-jeunesse qu'on a connu dans les communes. Donc, il va être important pour chacun d'entre nous de pouvoir y participer. Et on va avoir prochainement un séminaire de travail dessus. Donc, je voulais vous le signaler. Oui, et puisqu'on est sur le sujet, effectivement, on travaille déjà avec la CAF sur
la signature de la prochaine CTG, mais on avait évalué dans le cadre de l'atelier Petite Enfance, Jeunesse, Famille, une des difficultés de recrutement des animateurs pour les centres de loisirs. Et on avait donc organisé un forum hier à Tos. Et ce forum qui a eu un franc succès, on a comptabilisé plus de 80 personnes qui sont venues prendre des renseignements. Tous les gens qui étaient présents ont été agréablement surpris par la fréquentation. Et moi, j'ai fait vite le tour grossièrement, mais j'ai noté que là, il y avait, je crois de mémoire, 25 postes à pouvoir sur le territoire pour les vacances d'été et 10 en CDD pour la rentrée 2024. Enfin, la rentrée 2023. Enfin, j'aurais pas cru qu'il y aurait eu autant de postes à pourvoir. Hein. Mais voilà. Alors, maintenant, on verra si tous ont trouvé quelqu'un. Mais en tout cas, j'ai été surpris par ce nombre de postes d'animateurs qui restaient encore en suspens au mois de mai, quoi. Ok, merci Benoît. On va passer au point suivant à l'ordre du jour. On a voté la subvention, là, oui. Tout d'un coup, j'ai un doute, oui. On va passer à l'attribution de subventions aux structures de développement économique pour l'année donc en cours. Alors, ça aurait dû être présenté évidemment par Hervé Bouillery, vice-président en charge du développement économique, mais comme actuellement il est entre les Amériques et l'Europe, il ne peut pas nous présenter donc sur un bateau, hein, il ne peut pas nous présenter cette délibération. Je vais essayer de le faire certainement moins bien que lui, mais je vais essayer quand même. Bon, donc il s'agit donc des relations que nous avons avec certaines structures de développement économique que nous avons tissées depuis déjà quelques années. Ce sont principalement des structures associatives, bien sûr, et on avait alloué un budget de 230 000 euros pour 2023. Donc l'atelier a examiné 13 demandes qui ont été examinées favorablement, et on arrive à un budget à peu près de 205 000 euros aujourd'hui. 16 subventions pour un montant de 198 000 euros qui ont été versés, et puis le reste étant en cours de versement. Alors donc, je vais vous le citer quand même parce que c'est important. On travaille avec TechGCOP déjà depuis quelques années. Vous savez, TechGCOP qui accompagne la création d'entreprises pour un montant de 20 000 euros. On travaille avec l'ADI qui finance les microcrédits pour des entreprises qui se lancent et qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès à un crédit bancaire ordinaire, disons. Pour l'ADI, donc, on participe à son financement à hauteur de 10 000 euros. On finance aussi France Active, qui accompagne principalement des structures de l'économie sociale et solidaire et des TPE, qui sont plutôt engagées vers des publics vulnérables. Donc, on finance France Active à hauteur de 10 000 euros. Initiative Land à hauteur de 30 000 euros, c'est une structure donc, qui soutient les créations et les reprises d'entreprises par l'intermédiaire de prêts d'honneur à 0%, sans intérêt, sans garantie. C'est aussi important pour effectivement des porteurs de projets qui n'ont pas forcément des garanties suffisantes pour intéresser des organismes bancaires. Le réseau Entreprendre à Dour, qui est là aussi un réseau qui favorise la reprise ou le développement d'entreprises avec un potentiel de création d'emplois de 5 à 10 emplois pour un montant de 2 500 euros. Une structure, peut-être que ensuite, j'aimerais bien que Frédéric nous en parle, qui est en train de valoriser le liège-gascon, qui s'appelle donc liège-gascon pour un montant de 3 000 euros. Tu diras quelques mots après. On accompagne la filière glisse, qui est une filière importante, par l'intermédiaire de l'association Eurocima pour un montant de 32 000 euros. Voisinage à la recyclerie solidaire, qui maintenant est une institution sur notre territoire, qui est porteuse de nombreux projets pour un montant de 17 000 euros. Happy Up, vous connaissez, qui aussi est une association qui travaille dans l'économie circulaire et solidaire, qui est principalement à commencer sur des déchets d'origine mobilière et aussi d'origine de technique du surf pour un montant de 13 000 euros. Culture solidaire qui travaille dans le maraîchage bio solidaire pour un montant de 15 000 euros. Défibac, dont certains d'entre vous ont fait appel pour du personnel sur des métiers en tension, comme par exemple l'entretien des bâtiments ou d'autres métiers, pour un montant de 15 000 euros.
Et puis Solibat, la plateforme solidaire qui collecte les matériaux, les réemploie ou les recycle pour un montant de 13 300 €, sachant que c'est une structure dans laquelle on est plusieurs intercommunalités à participer et qui aussi développe des chantiers d'emploi. Voilà pour la partie structure de développement économique. Et il reste Solutions Mobilité qui accompagne la mobilité globale, qui, comme on le sait, est un des principaux freins à l'emploi ou à la formation pour des publics qui sont un peu en retrait à l'extérieur de cette question-là. Donc Solutions Mobilité pour un montant de 25 000 €. Et là aussi, c'est un projet intercommunautaire sur lequel donc on est plusieurs intercommunalités à travailler et qui rend un vraiment grand service au territoire. Voilà pour le... Alors, est-ce que vous avez des questions avant qu'on parle particulièrement du Liège-Gascon, parce que c'est une activité intéressante? Est-ce que vous avez des questions sur ces subventions? Je te laisse la parole. Ah, on vous vote avant ou... Non, mais on peut... Oui, Pierre, tu as voulu que je fasse un focus sur le Liège-Gascon pour rappeler que le Liège-Gascon est né de la volonté des industriels qui travaillent le liège, et notamment sur notre territoire, puisqu'on a la chance d'avoir encore 3 entreprises, une Atos, je crois depuis à peu près 50 salariés, fait partie d'un grand groupe où ils sont plus de 300, mais qui est encore sur le bouchon. Mais on a aussi à Souston, après avoir eu, en étant au début du siècle encore sur le bouchon, mais avec 2 entreprises qui sont plus modestes, mais qui sont labellisées patrimoine vivant, qui travaillent pour l'agroalimentaire d'une part, pour l'industrie et notamment aéronautique, et puis pour tout ce qui est maroquinerie, décoration de luxe, enfin voilà. En tout cas, ces industriels qui sont basés ici, mais aussi en Gironde, on en a en Lot-et-Garonne, ont souhaité se reposer la question de la place du liège dans notre massif forestier, de la préservation de la ressource, pour aussi alimenter dans le futur une partie, de retrouver cette ressource locale pour nos entreprises locales aussi. Donc il y a eu cette volonté aussi avec des chercheurs pour voir comment on pouvait réimplanter, redévelopper le chêne-liège. Donc c'est tout ce travail de cette association qui est composée pour l'essentiel de ces industries, mais aussi de forestiers, de la région Nouvelle-Aquitaine qui soutient beaucoup cette filière. Donc c'est important parce que c'est une filière qui existe encore, qui est aussi patrimoniale. Et puis le chêne-liège, dans la gestion durable des forêts, elle a aussi des atouts. Elle a un atout patrimonial, mais elle a un atout dans tout ce qu'on entend sur la diversification des essences dans nos gestions de la forêt économique. Et puis aussi par rapport à leur résistance, en tout cas leur faculté à résister au feu. Non pas qu'ils sont pas inflammables, mais en tout cas, ils résistent grâce à leur écorce. Donc, et on l'a vu, en tout cas, les chiffres qui sont donnés aujourd'hui au Portugal, avec la sécheresse, etc., ils ont quand même eu l'année dernière moins 30% de récolte, je crois, et qu'aujourd'hui, on a aussi des producteurs portugais, même si ils ont aussi beaucoup intégré nos entreprises locales, qui recherchent de la ressource. Donc c'est aussi, il me semble, une ressource d'avenir pour notre territoire. Donc c'était pour faire ce focus. Vous dire aussi, et je crois qu'on est beaucoup de communes concernées, que la région Nouvelle-Aquitaine, avec le Liège-Gascon, vient de rédiger une charte de protection et de développement du chêne-liège sur le Marensin. Enfin, en tout cas, qui va être signée ici le 12 mai prochain lors des rencontres de la forêt à Souston. Donc je crois que vous êtes beaucoup, je crois que Seignos, Azur, enfin Souston, Osgore, enfin en tout cas tout ce vieux Boucau, Tos,
Vous avez reçu cette charte, donc je vous invite aussi à, à la signer. Mais il n'y a pas que les communes qui sont concernées. On a les civiculteurs, on a même Xylo Futur, tout ce qui est donc le consortium et en tout cas le cluster bois et le cluster sur la filière bois qui travaillent aussi sur cette ressource. Donc, il semble important qu'on puisse accompagner cette association qui n'est pas une association patrimoniale, voilà, qui est vraiment sur un développement économique par rapport à la préservation de notre ressource locale, et qui fait partie intégrante de la feuille de route, si je peux en dire deux mots, de la feuille de route non seulement Néoterra de la Nouvelle-Aquitaine qu'on a signée par rapport aux enjeux de transition et de biodiversité, mais aussi sur le schéma régional de développement économique et d'innovation et d'internationalisation que nous avons voté à la région il y a un an, et qui a pointé 3 priorités et 3 enjeux. C'est renforcer notre souveraineté par l'innovation responsable, et on est dans ce cadre-là aussi. Placer l'humain et l'équilibre des territoires au cœur de notre développement. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'il y aura une convention qui va être signée, puisque entre la communauté de communes et la région, puisque nous partageons depuis la loi NOTRe la compétence développement économique, et qu'il y a aussi dans les objectifs, c'est d'avoir un développement économique qui soit sur l'ensemble de nos territoire qui est très diversifié en Nouvelle-Aquitaine, qu'on voit ici aussi par rapport à nos entreprises en milieu rural. Donc, et c'est pour ça que prochainement aussi, nous allons signer un contrat de territoire, alors pas à l'échelle de la communauté de communes, mais la communauté de communes est représentée au sein du pays, et qu'on a un contrat de territoire qui a évidemment un certain nombre de domaines, dont le domaine économique et ce développement partagé. Donc voilà les 2 focus que je pouvais faire ce soir par rapport à ça. Merci Frédéric. Je voudrais juste rajouter qu'on aura certainement une autre subvention à voter pour le Liège-Gascon, puisqu'on participe à un projet de mécanisation de la collecte du liège, et donc on va certainement être appelé, et je pense qu'on devra y aller pour créer un matériel pour travailler le liège dans des bonnes conditions. Parce qu'aujourd'hui, on a là aussi du mal, ils ont là aussi du mal à trouver de la main-d'œuvre, parce que c'est quand même très difficile au niveau de la collecte du liège, concrètement. Donc, on sera amené, vous étonnez pas, c'est pas tout de suite, mais on sera certainement amené à voter une autre subvention pour acquérir ce matériel. Oui, juste parce qu'en effet, on a des coûts de production ici. Encore, quand on veut lever le liège, on a des coûts de production encore supérieurs à 30% par rapport à d'autres gisements, et notamment au Portugal. Et comme on a perdu du gisement, de la ressource, ça veut dire que quand on lève le liège ici dans notre territoire, il est diffus, donc on n'a pas une grande rangée de chais de liège comme on a dans l'agriculture. Vous avez d'autres modèles, et qui peuvent avoir au Portugal, par contre. Mais il est de très bonne qualité. Mais par contre, il est de meilleure qualité. Bien, tu confirmes, Isabelle? Si vous voulez bien, on va voter. Donc, c'est subvention. Non. Est-ce que... Je ne vote pas, moi, Pierre. Ah, pardon, tu fais partie. Oui, je fais partie d'une association assez fortement. Ok, donc on est bon. On a 52 votants et 52 exprimés. Merci à tous. Et donc Jean-François Monis ne participe pas au vote. Nous allons maintenant parler d'attribution, une attribution diverse aux associations pour l'année 2023. Et c'est Jean-Claude qui va nous en parler. Oui, alors deux attributions de subventions. Dans un premier temps, ça concerne l'Association des maires des Landes pour l'organisation du Calac à Souston, qui aura lieu le 8 juin prochain. C'est exactement la même subvention que nous avions attribuée il y a 2 ans, lorsque également c'était à Souston. Et la deuxième concerne la protection civile de Souston pour un montant égal à celui de l'année précédente, à hauteur de 2 000 €. Voilà.
Donc, ce qui fait un total de 7 000 euros. Avez-vous des questions sur ces deux subventions? Non. On peut passer au vote. C'est-à-dire que pour le CALAC, Souston mettra la même somme. Parfait. Seulement? Et tous les services techniques et tout ça. C'est bon, adopté à l'unanimité, merci. Ensuite, toujours dans le cadre des finances communautaires, ça concerne l'attribution de compensation. Alors, à l'intérieur de cette attribution de compensation, qui a été votée en commission locale d'évaluation des transferts de charges, la CLEC, qui s'est tenue le 20 avril dernier. Alors, le premier point de cette attribution de compensation concerne le service commun des économes de flux, poursuite du dispositif. Et le fait, c'est qu'on souhaite prolonger cette mission pour la même durée, à savoir à compter du 1er juin 2023 pour une durée de 2 ans. Donc on a repris exactement le même calcul que nous avions pris il y a 2 ans, à savoir par rapport au nombre de jours dédiés et demandé par chaque commune sur un total de 250 jours. Donc c'est la même répartition pour chaque commune. Ensuite, le deuxième point concernant cette attribution de compensation concerne la modification de l'attribution à la suite des zones artisanales hors compétence de Max pour 3 communes, Magès, Seignos et Vieux-Boucau. Ces 3 communes auront, à partir de maintenant et à la suite du PLUI qui a été voté le 27 février 2020, ces 3 zones seront de compétences communales et auront à leur charge l'entretien. Et de ce fait, ça entraîne, l'annulation des prélèvements qui étaient faits concernant les travaux de pérennité et les entretiens de charge pour un montant de ces 3 communes à hauteur de 15 010,69. Donc vous avez le tableau modificatif, par exemple pour la commune de Magès, dont les 957,55 qui sont restitués à la commune, Seignos 10 379,80. Vous voyez qu'on ne retire pas la totalité, il en reste 8 633, puisque les autres zones sont de compétences communautaires. Et enfin, la commune de Vieux-Boucau, qui n'a qu'une seule zone, donc elle est exclue du champ de compétences de la communauté de communes. Et enfin, le troisième point concernant cette attribution de compensation, c'est le pacte financier et fiscal. Donc, vous avez tout le détail de la répartition. Donc, on a repris la variation des bases de foncier de ces nouvelles zones ZACOM. On est parti des bases de 2021 et 2022. Donc, on a une évaluation à hauteur de 83 709,17. Sur ces 83 000, 50% sont reversés dans le pot commun. Et vous avez le tableau à côté par rapport à la répartition. Il y a un premier volet, 25% par rapport aux charges d'entretien et de renouvellement des transferts et des ZAE. Et le volet 2, 75% au nom de la solidarité financière entre les communes. Alors, le tableau, il n'est pas facile à comprendre. Je vais prendre la première commune pour essayer de vous faire part du calcul qui a été mis en place. Je prends la commune d'Angresse, tout simplement la première commune dans le tableau. Donc, cette commune d'Angresse, donc, elle va reverser dans le pot commun 4 768,75. Elle en garde 50% dans le foncier bâti dans ses comptes. Donc, elle en récupère 322,61 au titre du volet 1 et au titre du volet 2, elle en récupère 1286 parce qu'elle reverse 50%, mais dans ces 50% du pot commun, elle participe également à la répartition. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre ou pas. Bon, c'est pas grave, on va avancer. Donc en fait, les 4 768,75 qu'elle reverse dans le pot commun, elle en récupère 1286 plus 322, elle en reverse 3159. C'est plus simple.
je vois que tout le monde a compris et tout le monde fait ceci de la tête, donc je peux passer. Donc, en fait, les communes qui reversent aujourd'hui, c'est donc Angresse, Saint-Jour-de-Marraine, Sorces-Segor et Souston. Donc voilà, donc vous avez le détail. Donc au total, les 41 000... Et Seignos aussi, je tiens à le préciser. Et Seignos, pardon. Ouais, un petit peu Seignos. C'est pour ça que pardon, je le voyais pas. 527, j'ai regardé que la ligne des millièmes. Dans son infinie bonté, la commune de Seignos se reverse 527,77. C'est ça, 527. C'est pas de la bonté, ça me paraît normal, mais quitte à le faire, autant que ça le soit dit quand même. Oui, il faut le signaler, pardon. Pardon, Pierre. Donc, en fait, voilà, on reverse les 41 000. Volet 1, volet 2, quand vous additionnez les 10 463 plus les 31 000, ça fait les 41 000. Et en fait, les 13 195, c'est tout simplement la participation de Max, puisqu'elle n'en récupère pas, elle est exclue de cette répartition. Voilà, donc ensuite, les tableaux. Vous avez un premier tableau donc, qui récapitule proratisé par rapport à l'année 2022 en année pleine, proratisé parce qu'effectivement, il y a quelques des répartitions qui sont faites au prorata de l'année, au nombre de mois. Et notamment, la commune, dans ce tableau, la commune de Sorces-Segor, c'est une régularisation de 2022 qu'on a besoin de récupérer, c'est-à-dire la commune de Sorces-Segor va reverser les 5 600,94 qui sera répartie dans les différentes communes que vous avez. Les 164,28, pour la simple raison, on devrait être à zéro, mais tout simplement, c'est la différence des résultats de la prise en charge des AC négatives. Donc c'était un tableau assez déjà contraignant, donc c'est cette petite différence qui est exclue. Donc ensuite, vous avez la proposition de variation, un tableau qui récapitule l'AC de référence précédente pour un montant de 4,16 millions. Les ZAE qu'on a vu tout à l'heure, les 15 010. Le gymnase, c'est tout à fait nouveau, que l'on payait depuis la création, je crois, de la communauté de communes, qu'on reversait au titre de l'utilisation du gymnase pour le collège de Saint-Vincent-Tyros, les 23 250 €. Donc maintenant, on l'a inclus dans ce tableau d'attribution de compensation et chaque année, il sera reversé au travers de cet AC. Voilà. Donc ensuite, vous avez la nouvelle AC de référence sur une année pleine, 4 154 000 € par rapport à ces deux que je viens de donner. Les services communs qu'on a vu tout à l'heure, le détail. Le service commun économe de flux, le total. Et en fait, la dernière colonne, vous avez le total sur une année pleine, y compris les services que l'on vient de donner, et y compris le tiers des AC négatives qui est récupéré. Donc ça veut dire, cette dernière colonne, vous avez à inscrire dans le dernier tableau, c'est ce que vous avez à prévoir, ce que vous allez percevoir au titre de l'année 2023. Chaque commune, donc, peut aujourd'hui proratiser. C'est assez compliqué parce qu'on a été obligé de proratiser. Certaines AC étaient proratisées, d'autres étaient en année pleine, et c'est vrai que ça n'a pas été, et ça je remercie les services finances pour, ça n'a pas été évident de mettre en place et de se mettre d'accord avec le Trésor public. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc ça veut dire que vous avez compris tous les tableaux et que mon explication est très claire. Je vous en remercie. C'était limpide. Donc on va voter de ce fait. Voilà. Merci. Adopté à l'unanimité, merci. Ensuite, nous avons des autorisations de programme et de crédit de paiement. Alors, ça concerne donc le première création d'autorisation de programme concerne le quai Pompidou. Alors là, c'est une petite gymnastique. En fait, c'est qu'on a voulu, comment dirais-je, être clair et affecter ces crédits de paiement pour une question de transparence affectée. C'est pour ça que d'un côté, vous avez, concernant le budget principal, une opération quai Pompidou, le montant initial était de 3,9 millions. Donc pour 2023, 1 million, et sur 2024, 2,9 millions. Le budget principal, l'opération du port, également initial, on avait un crédit de paiement, un programme
un avant-programme de 5 millions d'euros que l'on diminue, que l'on porte à 2 400 000, soit une diminution de 2 400 000 qui est affectée au quai Pompidou que l'on vient d'affecter. Donc ces travaux seront réalisés déjà réalisés en 1 397 000, sur 2023 192 000, 2024 395 000, CP 2025 420 000 et enfin en 2026 194 000 euros. En fait, on a séparé en fait pour avoir plus de visibilité, plus de clarté dans l'affectation des autorisations de crédit. Est-ce que vous avez des questions à me poser sur ces deux créations d'autorisation de programme, le quai Pompidou et concernant l'opération du port? Non, on peut passer au vote. Merci, adopté à l'unanimité. Ensuite, nous avons, toujours dans le cadre des finances, budget principal, des décisions modificatives. Vous êtes habitués à ce genre de DM, c'est des travaux hors compétences qui sont mis à disposition pour la première mise à disposition de containers place de la Paleux, à Moliette, pour un montant de 25 500 euros. Ensuite, on a des travaux hors PPI, voirie et hors compétences concernant l'avenue de Verdun à Cap-Breton. C'est financé, alors ces travaux seront financés, c'est un aménagement de sécurité sur l'avenue de Verdun, et ils seront financés par une première partie par le département à hauteur de 50 000 euros. Une deuxième décision modificative, ça concerne toujours l'avenue de Verdun, mais ces travaux à hauteur de 133 200 seront financés par la commune, prélevés dans le cadre de la taxe d'aménagement. Donc il y a 111 000 euros de travaux et 22 200 euros de fonds de compensation de la TVA. Et enfin, toujours pour l'avenue de Verdun, ça concerne les travaux d'espace vert et de réseau pluvial, toujours l'opération d'aménagement de sécurité, donc 32 000 euros hors compétences qui seront financés par la commune de Cap-Breton. Ensuite, les travaux hors PPI voirie, avenue de Quina à Souston, qui portent sur un aménagement de sécurité sur cette avenue et qui seront financés par la commune de Cap-Breton par l'intermédiaire de la reversion de la taxe d'aménagement à hauteur de 181 500 euros et en fonds de compensation de la TVA 36 000 euros. Ensuite, nous avons une DM concernant la subvention culturelle et ça porte sur les événements culturels. En effet, certains événements qui faisaient auparavant l'achat de prestations seront subventionnés en 2023 à hauteur de 3 000 euros. Ces subventions seront prélevées, ça ne change rien à l'équilibre budgétaire, seront prélevées dans le poste autres frais divers. Et enfin, nous avons, concernant la nouvelle nomenclature M57, la récupération des avances versées sur les marchés de travaux. C'est des écritures d'ordre à hauteur de 100 000 euros qui vont être financées par la récupération d'un avance 100 000 euros pour les autres constructions. Et enfin, dans le travaux, puisqu'on a précisé les autorisations de crédit, ça vient rejoindre ce que j'ai dit tout à l'heure, la modification. C'est la création d'une opération d'investissement sur le quai Pompidou, toujours à Cap-Breton. C'est une opération d'investissement spécifique aux travaux et affecter les crédits initialement prévus. Donc, c'est des travaux à hauteur d'1 million d'euros et les travaux de quai de Pompidou, 1 million d'euros. Ces travaux d'1 million d'euros, je rappelle qu'ils ont été enlevés de l'opération initiale dont je vous ai parlé tout à l'heure pour créer une opération bien propre au quai Pompidou à Cap-Breton. En fait, c'est pour bien identifier, pour plus de transparence et pour clarifier et beaucoup plus de visibilité dans ces travaux concernant le quai de Pompidou à Cap-Breton. Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors on peut passer au vote. Adopté à l'unanimité. Merci. Merci. Tu continues.
Alors, effectivement, cette question-là a été supprimée. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Alors, on va passer au développement économique, donc, et toujours pareil, en l'absence donc d'Hervé Bouiry, je vais vous parler des compétences et des modifications de périmètre de compétences de Max en termes d'aménagement, de gestion, d'entretien des zones d'activité. On en a parlé tout à l'heure. Jean-Claude en a parlé tout à l'heure d'ailleurs. Donc, 3 communes ont souhaité sortir du périmètre de compétences de Max leur zone d'activité parce qu'elles étaient susceptibles de faire l'objet d'un changement d'affectation, par exemple un habitat, mais pas que. Donc il s'agit de Magès avec la zone d'activité économique de la gare, il s'agit de Seignos avec la zone d'activité économique l'Arigan, et il s'agit de Vieux-Boucau avec la zone d'activité du Pignadar. Voilà, ces 3 communes donc qui avaient fait l'objet d'un transfert de compétences avec un transfert de charges qui avait été donc effectué en même temps que le transfert de compétences. On l'a vu tout à l'heure dans la modification des attributions de compensation. Mais là, c'est tout simplement confirmé par cette délibération avec les montants que vous avez et qui correspondent au montant affiché dans la CLECT. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Non? Alors on va voter. Unanimité, merci. On va passer maintenant aux infrastructures et je laisse la parole à Jacqueline Benoît-Delbast, bien entendu. La première délibération, c'est l'opération d'aménagement d'un carrefour giratoire avenue de Quina à Souston. C'est aussi l'approbation du projet de convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage à la commune et l'approbation du reversement d'une part des taxes d'aménagement au profit de Max par la commune. Donc c'est l'aménagement qui est projeté, va permettre de créer un carrefour giratoire sécurisé entre l'avenue de Quina et la rue de Peuchic, afin de desservir les nouveaux programmes immobiliers. Des traversées piétonnes sont inscrites, ainsi qu'une voie verte. Vous pouvez le voir sur le plan 6 juin. Au niveau budgétaire, le coût total des travaux est de 196 097,10 € hors taxe. Le coût de compétences communautaires est de 181 197,10 € hors taxe. La réalisation sera sous maîtrise d'ouvrage communale, sans transfert financier de Max vers la commune, du fait de l'affectation de la taxe d'aménagement précédemment perçue par les opérations d'aménagement. Des questions? On peut passer au vote. Merci. Juste dire que les travaux ont commencé. Ils viennent de commencer et saluer le travail qui se fait de manière très fluide entre les services de Souston et de Max sur ces dossiers. Merci. Bien, on a une autre délibération concernant les infrastructures. Oui, alors c'est un peu spécial. C'est l'adhésion de Max au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Ça s'appelle le CEREMA. Le CEREMA est un centre d'études et d'expertise publique. Il travaille sous la supervision de la Fondation du ministère du Développement durable, de l'urbanisme et du transport. En outre, les représentants des autorités locales font partie du comité directeur du CEREMA. Alors, quel est l'intérêt d'adhérer? On aura une priorité sur l'accompagnement des projets en bâtiment, en mobilité, infrastructures de transport, environnement et risques, mer et littoral, avec une démarche simplifiée. Il peut aussi nous accompagner au niveau assistance maîtrise d'ouvrage, expertise, méthodologie, en complément avec d'autres ressources locales que nous avons déjà, c'est-à-dire l'agence technique départementale, le CAUE et les établissements publics fonciers. Il favorise le dialogue entre l'État et les collectivités territoriales.
auparavant, nous l'avons sollicité plusieurs fois dans les domaines de mobilité et de voirie. Un exemple, on travaille beaucoup avec CEREMA de manière à faire avoir au niveau des matériaux, au niveau des profilants de travers, au niveau voirie. Et un exemple, c'est grâce à CEREMA que nous avons instauré des chaussées-doux, c'est-à-dire partage voiture-vélo sur notre réseau. Donc, je crois que récemment, vous l'avez aussi demandé au niveau environnement et risque. Dans le calendrier, en définitive, c'est valable de 2023 jusqu'au 31 décembre 2027. L'impact budgétaire, c'est annuellement une contribution de 2 000 €. Donc, je vous demande d'approuver l'adhésion de la communauté de communes à CEREMA, d'approuver le versement d'une cotisation annuelle dont je viens de vous parler, et de désigner Madame Jacqueline Benoît-Delvas, moi-même, c'est-à-dire pour représenter Max au titre de cette adhésion. Si je peux me permettre, Pierre, il s'agissait également au niveau de l'urbanisme, puisque dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt qu'on a eu pour le ZAN, le fameux ZAN, donc ils nous servent notamment sur l'étude des sols et nous dire si les sols sont possibles par rapport à tel ou tel événement, notamment au niveau d'infiltration ou autre. Donc en fait, on a déjà eu des références avec eux, et notamment des interventions, la plus récente datant d'environ une semaine, avec les autres intervenants, bien évidemment, par rapport à cette AMISAN. Donc ils sont très utiles également pour l'urbanisme. Ils ont fait aussi au niveau de Cabreton l'étude sur les sédiments. Ils sont très présents sur le territoire national. Pour l'eau, pour l'analyse du sol, il y a vraiment une expertise. C'est important. Oui. Il y a des questions? On peut procéder au vote? Ah. Alors, on va pas pouvoir procéder au vote tout de suite. On va attendre que ça se mette en route. Voilà. 53, unanimité. Merci. Je profite de l'occasion pour vous dire que je ne savais pas que le CEREMA était à l'origine du Chaussy-Doux. Le Chaussy-Doux, dont un militant parmi nous, puisque Bertrand Desclos, le maire de Orx, évidemment, milite tout à fait favorablement pour le Chaussy-Doux sur la traversée du Marais d'Orx. Merci Bertrand. Bien. On va passer maintenant à l'aspect patrimonial et notamment au projet de légumerie. Alors, en septembre 2022, vous savez, on a pris cette compétence-là suite à un accord avec le département par rapport à un projet départemental de plateforme d'approvisionnement et de légumerie solidaire. Donc, il s'agit d'un établissement qui sera en capacité de transformer, pour les utiliser de manière rapide, les produits locaux de légumes ou fruits, et de les transformer éventuellement, peut-être dans un second temps, lorsqu'il y a une surproduction ou lorsque plutôt de les gaspiller localement. Donc cette plateforme qui aujourd'hui, dont aujourd'hui on va voter d'une part la convention avec le département pour le financement et d'autre part aussi les statuts dans une délibération qui va suivre juste après. Voilà, donc on doit, pour ce faire, engager, comme chaque fois, une étude de programmation à la fois sur le bâtiment, mais aussi sur le fonctionnement, qui permettra donc évidemment de définir de quel type de bâtiment, quelles fonctionnalités, quels équipements aussi, et quelle sera évidemment l'enveloppe financière. Cette étude est estimée à peu près à 45 000 €, mais le département en prend en charge 80% dans le cadre donc de la convention qu'on pourrait passer aujourd'hui. Voilà, donc je vous demande d'approuver cette convention. Est-ce qu'il y a des questions sur ce projet? Donc on va le voter.
Bien, donc 52 et une abstention. Très bien. Alors, deuxième délibération qui porte sur le même objet, mais qui là va nous permettre, si on le souhaite, d'approuver les statuts de la société qui va exploiter cette légumerie, qui sera une société coopérative d'intérêt collectif, donc qui aura le même objet évidemment que l'objet de la convention que nous avons approuvée à l'instant. Donc il y aura d'une part le projet de statut, d'autre part l'autorisation pour m'autoriser à signer le statut, puis il faut qu'on nomme 2 représentants au conseil d'administration à l'Assemblée générale. Alors c'est une société particulière, hein, puisque son but c'est pas de thésauriser ou d'avoir une répartition des dividendes, mais c'est plus d'avoir effectivement sur un modèle économique, d'avoir une vocation aussi sociale dans son fonctionnement. L'objectif, évidemment, je vous l'ai dit, l'objectif de cette structure, c'est de développer et de pérenniser les exploitations agricoles et légumières, mais aussi, d'ailleurs, peut-être dans un second temps, la production de viande du département, mais de créer cette plateforme sous cette forme-là d'une SIC, donc, qui, comme je vous le dis, aura aussi une vocation sociale. Je précise quand même que cette structure qui va prochainement démarrer sera installée à côté, enfin à proximité de notre pôle culinaire pour justement là aussi éviter les mouvements, les déplacements, etc. Et qu'elle servira non seulement le pôle culinaire, mais aussi les établissements d'enseignement du département, les collèges et peut-être dans un futur proche les lycées également de tout le sud, en gros, du département. Voilà. Alors je vous propose de voter cette délibération, mais aussi de voter, si vous en êtes d'accord, la représentation de Max à cette SIC. Et je vous propose Philippe Sardelu, qui est en charge de l'agriculture, et Jérôme Petitjean, qui est en charge de l'inclusion sociale, par rapport à notre représentation au sein de la SIC, à moins qu'il y ait d'autres candidatures pour représenter Max. Pas de candidature? Bon, eh bien, écoutez, je propose qu'on vote alors. Je vous remercie. Donc 52 votants et une abstention. Nous allons passer maintenant à l'urbanisme et je laisse la parole à Jean-François Bonnet. Oui, alors tout à l'heure on a voté l'adhésion du CEREMA. Bon là, je vais vous proposer par cette opération de valider et de continuer le partenariat qu'on aura aujourd'hui avec l'ODAP, qui est l'Agence d'urbanisme Atlantique et Pyrénées. Alors on la connaît très bien puisqu'elle a été très utile, notamment dans le cadre du projet de territoire qu'on a mené avec eux, notamment. Hein. Alors c'était par rapport notamment aux données qu'elle a pu nous donner, à l'analyse bien évidemment de ces données, mais également au comparatif qu'elle a pu réaliser avec tous les autres territoires qui nous entourent. Et puis le conseil, l'accompagnement et la communication qu'on a pu réaliser. Alors c'est intéressant l'ODAP parce qu'ils ont un théâtre d'intervention qui couvre la communauté basque, Pau Béarn, tout le 64 quoi en fait, mais également le Seigneur, le Pays d'Orte et Arrigan, Max et vraisemblablement dans un avenir assez proche le Pays d'Aqua. Donc bien évidemment le projet de territoire est aujourd'hui terminé, mais il reste à le mettre en pratique et on a aussi entamé beaucoup d'opérations sur lesquelles ils peuvent intervenir. Alors notamment sur le fameux zéro artificialisation nette, hein. On parlait tout à l'heure du CEREMA, l'ODAP est également un partenaire, le projet local de l'habitat, et aussi, on peut le dire, les évolutions que l'on aura au niveau des documents d'urbanisme. Donc on a donné les feuilles de route pour 2023 sur le thème de la sobriété foncière, on a déjà travaillé un peu ce sujet-là. Le plan climat-énergie, les problématiques bien évidemment du logement et les préconisations qui peuvent nous aider à réaliser. Donc bien sûr, ces opérations elles nécessitent une aide et une intervention par des professionnels, et ce sont des professionnels, notamment dans le cadre de l'expertise et de l'urbanisme, et également sur le côté environnemental. Donc on vous propose une reconduction du partenariat pour 3 ans, jusqu'en 2025, avec un coût global qui est de 53 360 €, mais qui comprend l'adhésion de 5 000 €, donc on est à 48 000 et des broutilles. Et l'an dernier, on était sur un coût de 44 200 €. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce qu'on peut passer au vote?
Il y a un souci technique, on va recommencer le vote. C'est bon. Unanimité, on continue. Bien, alors la deuxième délibération concerne le trait de côte. Donc, de par la loi du 22 août 21, donc 3 communes sont concernées, notamment par rapport au phénomène d'érosion du littoral. Ces 3 communes sont Cabreton, Sorto-Segor et Seignos. Alors, les 2 premières possèdent ou disposent d'un plan de prévention des risques littoraux qui évalue notamment le risque sur les 100 prochaines années, mais pas Seignos. Donc pour cette commune et dans le cadre donc, de la compétence qui a été prise par Max au niveau du PLUI, mais il y a obligation effectivement d'établir des cartographies qui montrent les évolutions du trait de côte jusqu'à d'abord les 30 premières années, puis après sur une période qui couvre un horizon de 100 ans. Donc nous avons l'accord de la commune de Seignos pour entamer ces opérations-là. Et dans le même ordre d'idées, les communes de Cabreton et de Sorto-Segor qui ont été approchées ont confirmé la volonté d'intégrer cette étude. Et cette étude peut se réaliser sous une forme simplifiée de PLUI. Donc on vous demande bien évidemment, dans un but de connaître un peu les éléments vulnérables ou les éléments qui existent aujourd'hui et qui sont vulnérables, d'encadrer aussi peut-être dans un futur proche les réalisations ou les constructions à venir et surtout de communiquer aussi avec le public pour envisager peut-être à terme, à long terme quand même, nous l'espérons, de la relocalisation et éventuellement de préparer des ouvrages de défense. Donc on vous propose d'entamer une procédure de modification simplifiée sur ce thème du trait de côte. Alors bien évidemment, d'autres communes sont littorales et auraient pu s'intéresser à la chose, notamment la Benne, Messanges, Moliès, Souston et Vieux-Boucau. Donc on leur a demandé s'ils étaient volontaires à participer à cette modification. Aujourd'hui, c'est pas le cas, hein, donc on va uniquement partir avec les 3 communes précitées. Et donc le coût d'une telle évolution du document d'urbanisme serait d'environ 20 000 €, hein, avec une approbation dans les 3 ans à venir. Donc ça nous laisse quand même le temps d'en discuter et de trouver éventuellement des solutions. Aujourd'hui, on est sur de la cartographie, hein. Voilà, donc on vous demande et je vous propose d'engager une procédure spécifique à ce recul du trait de côte et notamment avec les 3 communes précitées, à savoir donc Seignos, Cabreton et Sorto-Segor. Y a-t-il des questions là-dessus? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. C'est bon. Merci Jean-François. Donc on va passer au chapitre environnement. GEMAPI et je laisse la parole à Aline Marchand. Ah pardon, c'est Jacqueline d'abord, Benoît Delbas, excuse-moi. C'est sur c'est le règlement financier de mise à disposition des containers. Donc c'est à toi, Jacotte. Excusez-moi, je suis un peu surprise. Oui. Il faut qu'il y ait un peu de surprise dans oui, je planais. Dans le cadre de la compétence collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, la commune assure le financement des travaux hors compétence de Max et rendu nécessaire pour l'embellissement du cadre de vie lié au point de collecte. Par délibération du 29 septembre, le Max a approuvé le règlement financier de la mise à disposition de containers d'ordures ménagères et de tri sélectif. Par délibération du 16 mars 2023, le comité syndical du SITCOM a fait évoluer sa tarification, principalement au niveau de la structure de cette tarification, rendant
pour la première fois la mise à disposition des containers semi-enterrés de collecte des ordures ménagères payantes. À titre d'information, les tarifs sont les suivants. Les types de containers, vous avez les OM tri, donc tarif 0 €. Semi-enterrés, les OM, 1810 €. Le tri semi-enterré, 5324 €. Là, au niveau les dispositions enterrées, les OM, 6290 € et le tri, 8029 €. Donc, je vous propose de prendre acte de la nouvelle tarification et de la prise en charge financière de la mise à disposition des containers semi-enterrés par Max. Et des questions? On peut voter. Allons-y. Merci. Continue. Alors donc toujours sur. Merci Jacqueline. On continue toujours sur l'environnement GEMAPI avec la modification du règlement du FIL, du Fonds d'investissement local, avec l'adoption du Fonds d'investissement local environnement. Et je laisse la parole à Lynn. Oui. Donc je vous rappelle que le Conseil communautaire a approuvé en janvier 2021 le règlement du FIL, qui fusionne les fonds de concours qui étaient jusqu'alors, qui existaient jusqu'alors. Donc, dans le but de soutenir les communes dans leurs opérations d'investissement sur les projets liés à la transition écologique et énergétique, il vous est proposé un fonds d'investissement local qui est dédié à l'environnement, spécifique environnement. Pour cela, il faut qu'on modifie le règlement du FIL pour évidemment le mettre en cohérence avec le règlement d'intervention du futur FIL environnement, avec une enveloppe globale du FIL environnement qui est fixée pour la période de 2023 jusqu'en 2026. Donc, dans un premier temps, il est proposé la modification d'intervention du FIL actuel, tel adopté le 28 janvier 2021, avec maintien du taux de participation, soit un maximum de 40% du montant de l'investissement restant en charge pour les communes, déduction faite bien entendu des subventions et des aides. Le bonus en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments communaux permettant de porter la participation de Max à 50% est supprimé. Et les projets éligibles dans le cadre du FIL concernent des opérations d'investissement de tout ordre. Dans un second temps, il vous est proposé d'adopter le règlement d'intervention du FIL environnement afin de soutenir les communes dans leurs opérations d'investissement sur les projets participant à la transition écologique et énergétique. Donc, les communes pourront solliciter une aide financière à Max, selon le cadre bien entendu défini dans le projet du règlement d'intervention, avec une participation maximum de Max de 50% du montant de l'investissement restant en charge par la commune. Donc, cette enveloppe représente un montant global de 2 449 780 €, soit réparti 34 € par habitant pour chacune des communes et qui sera porté à 44 € par habitant lorsque la commune a été identifiée comme bénéficiaire de la solidarité entre les communes. Donc, il vous est rappelé qu'il est possible de cumuler les deux fonds. Voilà pour la modification du règlement. Des questions? On peut passer au vote si vous voulez bien. Merci pour cette unanimité. Je voudrais simplement dire que ce dispositif, fonds d'intervention local environnement, est tout à fait original sur le territoire. Je crois qu'il n'y a qu'une commune dans un périmètre approche, c'est la commune de Billère, qui a le même type de fonctionnement, et enfin la commune. Et donc, je voudrais vraiment remercier les services pour la création de ce fonds qui va, je suis sûr,
nous permettre d'avoir une convergence à la fois d'intérêt mais d'action surtout entre les communes et la communauté de communes en complément des actions que nous menons, nous, communauté de communes, directement sur le territoire. Donc c'est une vraie valeur ajoutée d'accompagnement, mais aussi d'atteinte, je souhaite, des objectifs du projet de territoire de notre communauté de communes. Merci aussi à Aline de l'avoir mis en place. On continue ? On continue, oui, sur le service d'économe de flux. Donc, il faut approuver le projet d'avenant numéro 1 pour la poursuite du service. Nous avons un service d'économe de flux qui a visité aujourd'hui l'ensemble des communes du territoire et qui arrive à son terme, là, au 31 mai 2023. La durée était de 2 ans. Il vous est proposé un avenant pour prolonger cette mission pour une année supplémentaire, donc à partir du 1er juin 2023 jusqu'au 31 décembre 2024, et elle pourra être prolongée tacitement pour la même période. Donc le coût global pour les 23 communes s'élève à 40 383 €, avec une clé de répartition inchangée que vous avez tous vu dans le tableau. Bon, il faut savoir que l'économe de flux accompagne les communes dans la limite des jours qui sont consacrés à ce service. Donc chacun connaît les jours à destination. Il est permis d'analyser près de 166 bâtiments communaux et réaliser 18 suivis énergétiques. Il accompagne également les communes dans la transition des bâtiments tertiaires concernés par le dispositif éco-énergie tertiaire, qui oblige les propriétaires de ces bâtiments de plus de 1000 mètres carrés à réaliser 40% d'économie d'énergie à l'horizon 2030 et qui passera à 50% à l'horizon 2040 et 60% à l'horizon 2050. Donc les économies vont être... il va falloir en faire des économies sur les bâtiments de plus de 1000 mètres carrés. Des questions ? Alors, on va voter. On passe au vote. Eh bien, merci pour cette unanimité. Je crois qu'on a fait le tour des questions à l'ordre du jour. Vous avez aussi la liste de décisions prises par le bureau et le président en application des délégations qui ont été faites. Est-ce que sur ces questions, informations diverses, il y a des questions justement ? Non ? Bien. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention, votre participation. On a tenu moins de 2 heures pour ce conseil communautaire. C'est parfait et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Attendez, le prochain conseil communautaire sera un vendredi 30 juin. Notez-le d'ores et déjà sur vos agendas. Merci, bonne soirée à tous.